Moi, j'ai jamais rien demandé, j'ai juste voulu de l'oseille. Moi, la célébrité, la télé et tout, c'est pas mon délire. La salle du restaurant, c'est pas une dictature. Pour moi, en cuisine, il n'y a pas de crack. Personne ne naît avec un couteau et une cuillère dans la bouche. Ça s'obtient avec des échecs aussi. En fait, c'est du travail. Salut Adrien, on a plein de questions à te poser. Des légères, des sérieuses et des plus techniques. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Bon Adrien, ça fait longtemps, t'es venu plusieurs fois ici, il y a un moment déjà. J'ai des questions pour toi parce que je suis très content qu'on te reçoive aujourd'hui pour discuter un peu longuement. Comment ça va? Ça va super bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venu et ça me fait toujours plaisir, que ce soit sur un tournage de Top Chef ou avec vous, c'est cool. Il y a quelques semaines, tu as décroché l'étoile au Guide Michelin. Ouais. C'était, une étoile qui était attendue par beaucoup de gens, etc. Pour les chefs, certains la voient comme une récompense comme une autre, une décoration comme une autre. D'autres la voient comme l'aboutissement d'une carrière de cuisinier, comme le climax d'une carrière. Comment toi tu vois l'étoile? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Quelle est la symbolique? Déjà, j'ai pas gagné une étoile, on a gagné une étoile avec toute l'équipe. Je le prends en plus comme un joli travail d'équipe et une belle récompense. J'ai été élevé, j'ai commencé un apprentissage et j'ai été élevé dans ce carcan de Michelin. Et c'est un plaisir aujourd'hui, j'ai 35 ans, de trouver ça avec toute mon équipe. Tu vois, c'était pas un but en soi, mais il y a ce prestige, il y a ce respect sur l'étoile. Quand tu as une étoile, ça veut dire que tu es quand même validé et que tu es validé par tes pairs, tu es validé par le guide. Est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais précisément, concrètement, quand tu as appris que tu l'as décroché? Ouais. On m'a appelé, je l'ai pas forcément, enfin, tu vois, on m'a dit viens. Ah, ça aurait pu être l'étoile verte ou l'étoile rouge, tu vois, donc tu sais pas. Mais je venais, j'allais manger. Donc on était en train de finir les préparations du soir et j'allais manger tranquille. Donc. Et qui est-ce que tu as appelé en premier pour l'annoncer? En premier, j'ai appelé Amy, ma compagne et mon associé. Donc je l'ai appelé directement. Trop bien, vous avez dit quoi? Ah oui, je lui ai dit écoute, vas-y, viens au resto parce qu'il faut qu'on l'annonce à toute l'équipe. Après de longs mois, voire années d'attente, tu as pu ouvrir ton restaurant Vaisseau. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi ça a pris autant de temps? C'est que je voulais un espace très précis. Donc je voulais de l'espace en salle et de l'espace en cuisine et à Paris. Et je voulais être à Paris. Donc j'aurais pu prendre plus petit, bosser pendant 4 ans et puis reprendre un plus gros derrière. Mais j'ai préféré vraiment attendre. Cette attente, justement, elle a fait beaucoup patienter, saliver les gens qui voulaient goûter ta cuisine. Comment toi, tu as vécu un peu cet engouement, mais surtout cette attente du public? Au-delà de l'attente du public, c'est mon attente personnelle qui a été un peu dure à gérer. J'ai fait une petite dépression quand même parce que voilà, tu sais, t'as le vent dans le dos et t'as envie de grandir, t'as envie de marcher, t'as envie de courir, t'as envie de vivre de ton métier et de ta passion. Et je l'ai pas hyper bien vécu, mais c'était pas par rapport à l'attente des gens, c'était juste par rapport à ma propre attente. Initialement, et dans les débuts, et encore maintenant, qu'est-ce que tu voulais bâtir, offrir, transmettre dans ce restaurant-là? J'ai juste envie de partager un bon moment avec les gens. T'y arrivais, tu penses, aujourd'hui à rejoindre cet objectif que tu t'étais fixé? On a qu'un an et demi, on a un an et demi, donc on est sur le bon chemin, mais encore, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Je sais que cette question, elle va te parler, elle va peut-être t'agiter un petit peu. Ouais. Est-ce qu'un plat doit obligatoirement être beau pour être bon? Quand j'étais un jeune cuisinier, je voulais que ce soit beau, plus que bon, et maintenant que je suis un cuisinier un peu plus averti, je préfère que ce soit bon que beau. Après, on n'est pas tous d'accord sur cette question, mais moi j'en ai rien à foutre de la vie des autres. Je préfère qu'un plat soit bon plutôt qu'il soit beau. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, ça va être la profondeur, ce que tu as comme émotion. Et c'est vrai que aujourd'hui, la société veut que ce soit surtout beau. Et je sais pas, moi, j'ai un petit côté maintenant où je peux préférer vraiment des plats vraiment moches, mais qui sont très bons. Depuis qu'on te connaît et depuis Top Chef, même avant, tu es toujours un peu en retrait. Il y a une forme de discrétion que tu entretiens, je pense pas volontairement, mais qui est de ta nature, hein. Tu as aussi une manière de communiquer qui est toujours aussi discrète.
un peu en retrait, toujours. Comment toi, tu gères cette exposition médiatique, cette gestion médiatique, la gestion de ta personne, ton rapport à la popularité? Comment est-ce que toi, tu vis tout ça? Moi, j'ai jamais rien demandé. J'ai juste voulu de l'oseille. Moi, la célébrité, la télé et tout, c'est pas mon délire. Moi, je voulais juste ouvrir mon resto. Et c'est tout. Donc, en fait, comment je le gère? Je gère comme avant. Je fais rien. C'est hyper intéressant ça, parce que tous les gens ne le savent pas, mais tu as fait Top Chef pour un objectif précis qui n'est pas celui de beaucoup d'autres candidats. C'est-à-dire que tu l'as fait parce que tu voulais de l'argent pour lancer ton restaurant et pas forcément pour devenir une star de la télé. Non, moi j'avais envie. On n'avait pas d'investisseurs, donc tu vois, il y a eu un moment où l'argent il faut aller le chercher. Donc la seule solution que j'ai trouvée rapide, c'était de faire un concours. Et bon, il n'y a rien de mieux qu'un concours télévisé pour avancer aussi, on va dire, lucrativement et médiatiquement. Et je sais que ça passe par là. Après, ça n'a jamais été un but de devenir médiatique. Mais après, voilà, il faut jouer le jeu aussi. Donc, je suis obligé de jouer un peu le jeu. Mais en vrai, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que c'est compliqué de continuer à assumer sa cuisine et une cuisine aussi unique, singulière que la tienne? Est-ce que c'est compliqué de rester dans les rails dans ton cap? Moi, ça m'a conforté dans mon style, dans ce que je voulais. Donc, au contraire, ça m'a vraiment... je suis devenu encore plus con qu'avant, en fait. Donc, tu vois, j'ai toujours voulu faire ce que je voulais, depuis que je suis tout petit. On m'a jamais laissé l'opportunité de le faire parce que il faut d'abord faire ses devoirs. Et là, après Top Chef, j'ai vraiment pu faire ce que je voulais. Donc ça a été ma plus grande victoire, c'est ma liberté. Ouais. Et en fait, je suis vraiment très libre. Le métier de restaurateur, c'est quand même c'est une discipline, c'est une rigueur qu'il faut que tu aies à chaque service, midi, soir. Donc moi, je suis pas quelqu'un de très discipliné et je suis quelqu'un de plutôt freestyle, on va dire. Donc c'est un métier que j'apprends tous les jours et j'essaye de me mentaliser aussi et de me dire que les gens d'aujourd'hui sont pas ceux d'hier et qu'il faut réussir à donner la même chose hier qu'aujourd'hui. Donc j'essaye vraiment de me canaliser pour avoir une régularité. Mais ça passe par une rigueur et par une discipline. Est-ce que ça te vexe quand les gens demandent s'ils peuvent avoir plus de sel ou plus de poivre dans tes plats? Moi, c'est vrai que ça arrive très rarement. Parce que moi, j'ai tendance à bien assaisonner. Donc, C'est plutôt le contraire, en fait. Moi, on me dit un peu, ouais, t'es un peu dans l'abus. Je sais. Ouais. Concrètement, comment est-ce que tu crées un plat? J'entends par là, est-ce que tu es sous la douche le matin, tu as une fulgurance et tu sors le plat le soir et tu le mets à table? Ou est-ce que tu as besoin de faire 45 essais, 45 assiettes, 45 versions avant de trouver la version parfaite? Comment tu crées un plat? Non, moi je suis hyper curieux, donc je peux être intéressé par toutes les cuisines et on mange souvent au restaurant, donc que ce soit un boui-boui ou un 3 étoiles et je vais être inspiré par tout et n'importe quoi. Généralement, je pense des choses et puis tout se fait dans ma tête. Je fais pas trop d'essais. Ou si je fais un essai, c'est pour voir, si je peux le démultiplier, pour que l'équipe puisse le réaliser. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut que ce soit réalisable. Et si c'est que moi qui peux le réaliser, c'est pas bon pour le restaurant. Je suis venu dîner plusieurs fois à ton restaurant et tu as une manière particulière de présenter le menu aux clients. Mais en gros, t'es à table, on t'amène les plats, on te dit pas ce qu'il y a. Et après que tu aies dégusté, une personne de la salle vient te voir et te demande si tu as réussi à identifier les éléments, etc. Généralement, j'aime pas les menus à l'aveugle, mais je trouve que c'est très bien amené. Est-ce que tu peux m'expliquer comment l'idée t'est venue et pourquoi tu as voulu cette sorte de mise en danger, entre guillemets, du client pour le dérouter, voilà. En vrai, on veut pas vraiment dérouter, on veut que tu passes un bon moment à table. Après, pour ton plaisir et pour le nôtre, on préfère rien dire, parce que sinon tu vas pas manger. Et si tu manges pas, on est obligé de faire autre chose. Donc voilà, on s'adapte. Il faut savoir quand même qu'on s'adapte à tout le monde. Donc si tu manges pas d'agneau, si tu manges pas de viande, si tu manges pas de poisson, si tu manges que des légumes verts ou que des légumes roses, on va essayer de s'adapter. Notre seul but, c'est que tu passes un bon moment. Donc quand on dit pas les plats, c'est vraiment pour que tu sois libre et que nous aussi on soit libre. Question presque philosophique. C'est quoi un service parfait pour toi?
Y a jamais de service parfait pour moi. Le service parfait, c'est quand il y a de la magie dans le restaurant, quand tu sens que les gens sont vraiment libérés, que l'atmosphère est légère, quand les gens sont bien, sont pas pressés, sont souriants, sont contents. Moi, c'est le service que j'aimerais vivre tous les jours. Ça arrive souvent? Ça arrive pas mal, ouais. Nous, après, on est vachement libre, on laisse vachement les gens aussi parler fort ou pas. On n'est pas, la salle du restaurant, c'est pas une dictature. On laisse vraiment les gens un peu, voilà, on les laisse assez libres. Donc, Et ça, pour le coup, c'est à rebours de l'image du restaurant étoilé où la petite cuillère tombe et tout le restaurant se fige, quoi. Non, il faut. Bon, après, on essaye de rester le plus pro possible. Mais tu vois, on veut que ce soit un restaurant vivant. Ouais. On veut que, voilà, tu passes un super moment, sans parler d'étoiles, sans parler de gastro, de bistrot. Au final, on va dans un restaurant pour passer un bon moment. Et je trouve que quand l'atmosphère, elle est cool, c'est toujours différent. Tu as commencé assez jeune la cuisine. Souvent, on dit que la cuisine, c'était une voie de garage. On le faisait par dépit, etc. Toi, ton rapport à la cuisine, quand tu as commencé, est-ce que c'était un choix naturel? Non, moi, ça n'a pas été un choix. Ça n'a pas été un choix évident. J'avais pas trop de débouchés. Et j'étais pas forcément plus intéressé que ça à la cuisine. Et il y avait cette émission avec un célèbre chef, on va dire c'est un grand chef, c'est Cyril Lignac. Et c'est vrai que ça m'avait donné un peu d'espoir. C'était à l'époque de Oui Chef, où c'était des jeunes en difficulté. Et moi, j'étais un peu en détresse, j'étais un peu en difficulté. Et je m'étais dit, ok, ça peut le faire pour moi aussi. Si eux le font, je peux le faire. Et en fait, ça m'a donné un peu d'espoir pendant mon adolescence, quoi. Ce que j'ai aimé, c'est le côté équipe. J'ai aimé ce cocon aussi presque familial, où vraiment tu passes des bons, tu passes des mauvais moments, mais au final, tu passes des moments et tu t'ennuies jamais. Donc ça m'a fait grandir. Je me suis senti utile, tu vois, même pour faire des petits trucs et tout. Mais j'ai trouvé ma place là-dedans. Mais je me suis pas dit, je vais en faire mon métier. Ouais, c'est pas une passion. La cuisine, les fourneaux, c'est un monde qui est très dur. Beaucoup d'horaires, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Est-ce qu'il y a un jour où tu as eu marre et tu as dit, je veux tout arrêter? J'en ai eu marre plein de fois. Après, quand t'es nul partout, Non. et que t'es pas mauvais en cuisine, tu reviens vite en cuisine. Est-ce que la haute gastronomie est trop chère selon toi? Oui, c'est trop cher. La haute gastronomie est forcément trop chère. Moi, ça m'empêche pas de dépenser de l'argent là-dedans. Je trouve ça souvent trop cher, mais ça m'empêche pas non plus de consommer. Je pense que c'est ma passion, donc je dépense parfois sans compter. Donc c'est comme les gens qui ont des passions automobiles, dans la musique. Souvent, les passions sont trop chères. On va aborder maintenant une toute petite partie de ta vie, mais une grande, parce qu'elle a aussi fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. C'est Top Chef. Ouais. Ça fait quelques années. 5 ans. Ouais. Quel souvenir tu en gardes aujourd'hui avec le recul? Souvenir, c'était mes plus belles vacances. C'est vrai? Ouais. Beaucoup disent, moi le premier, que c'était la meilleure promo de tous les temps. Alors déjà, c'était le confinement. Ouais. Et alors, je cite quand même quelques noms, mais Mallory, Maury, Justine, Gracien qui travaille avec toi en ce moment. Ouais. Est-ce que c'était la promo All-Star? Est-ce que c'était vraiment la meilleure promo de l'histoire de Top Chef? C'est subjectif, hein. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Non, je pense que c'est comme un restaurant, ça dépend du moment, ça dépend de ton humeur. Là, on était tous bloqués comme des rats chez nous, donc c'était certainement la meilleure pour beaucoup de monde parce que on a que ça à faire. Je sais qu'aujourd'hui, les candidats, ils sont tous dans un hôtel près des studios de tournage. Je veux bien que tu me racontes. Qu'est-ce qui se passait dans l'hôtel, quoi? Dans l'hôtel, il se passait rien, non, on n'avait pas le droit de sortir, donc c'était déconseillé de sortir de l'hôtel. Ouais. On a le droit d'aller manger à droite à gauche, mais non, il se passait rien dans l'hôtel. Tu sais, chacun de son côté, chacun est méfiant. Ouais. Chacun un peu bidon, tu vois. Non. Après, c'est un autre monde. Ouais. Non, t'es enfermé. Moi, je sortais manger des pizzas, boire des coups, mais non, après, il y en a qui sortent pas, qui restent sur leur livre et tout. T'es allé où manger, par exemple, tu te rappelles? On partait manger à une pizzeria avec Maury et Gianmarco. Gianmarco, c'est allé plus vite que Maury, mais on a fait les premiers repas ensemble. Non, c'était une pizzeria sur la Villette, là, sur le bord de la Villette. Je me rappelle plus du nom. Je suis nul. Ok. Non, après, tu sais, on mangeait des petits trucs à côté, quoi.
Pendant l'émission, moi je me souviens très bien, dès les premiers épisodes, les gens ont commencé à rire avec bienveillance, mais d'une certaine forme de nonchalance. Ouais. Moi je te connais un peu, mais je te pose la question, pour les gens qui nous regardent. Est-ce que c'était travaillé ou est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es un peu nonchalant comme ça? Ouais, je suis un peu nonchalant. Non, c'est pas travailler. Non, moi, je suis pas du genre à travailler mes trucs. Même je suis un peu... Non, je peux pas travailler. Donc, non, ouais, je suis un peu nonchalant. Après, ça fait partie de moi. J'ai toujours été un peu nonchalant. Après, le résultat, il est toujours là. Donc, enfin, il est toujours là, j'espère. Ouais. Bon, en tout cas, c'est comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on te reparle souvent du flambadou? Ouais, on m'en reparle souvent. C'était une belle épreuve. Il y avait un peu de pression. Et ouais, on en reparle souvent. Et c'est cool. Quand on voit cette saison-là, mais c'est le cas aussi pour plein d'autres saisons de Top Chef, on se rend compte que le vrai gagnant de Top Chef, en fait, au final, ce n'est pas le vainqueur de Top Chef, mais souvent c'est un autre candidat qui n'a pas vraiment gagné Top Chef. Et après, c'est... Alors, je te demande pas de prendre parti, parce que... Ouais. Mais pour moi, dans votre saison, les deux gagnants sont, entre autres, toi et Maury, et Ouais. pourtant c'est pas vous qui avez gagné à la fin. Ben après, tu sais, ça reste un concours télévisé, c'est un concours populaire. Donc, tu préfères gagner quoi? Tu préfères gagner les cœurs ou gagner une finale? Au final, c'est vrai que on a tous envie de gagner la finale, mais on se rend pas compte sur le coup de cet aspect populaire, tu vois. Pour nous, c'est un concours. On veut gagner. Et puis au final, c'est vrai que tu te dis, je suis plus à l'aise en étant aimé des gens plutôt qu'en ayant gagné. Aujourd'hui, on peut devenir chef à 25, 26, 27, 30 ans. Ouais. Ce que les anciennes générations ont du mal à accepter parfois. Toi, t'es devenu chef jeune, Ouais. à des tours avant même Top Chef, etc. Et ouais, même avant des tours, j'ai été chef jeune. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour devenir chef en France ou dans le monde? Tu fais ce que tu veux. Hein. Si t'es tout seul, t'es ton propre chef. Donc après, c'est ta sauce, quoi. Tu te démerdes. J'ai assumé assez jeune un rôle de chef. Je me suis planté. Et au final, c'est bien d'être chef jeune. Parce que tu as de fortes chances de te planter. Et il vaut mieux te planter jeune que vieux. Pour moi, en cuisine, il n'y a pas de crack. Tu vois, personne ne naît avec un couteau et une cuillère dans la bouche. Donc en fait, c'est du travail. Et ce travail-là, t'es pas prêt de l'avoir. Enfin, tu vois, ça s'obtient avec des échecs aussi. Ouais. Donc moi, ça a été dur pour moi, mais ça m'a vachement formé et ça a été hyper bénéfique. Est-ce que tu penses qu'à terme, la gastronomie devra se passer des protéines animales? Ouf. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit consommer différemment. Ça, c'est sûr. Se passer de protéines animales, je ne pense pas. Mais consommer différemment, oui, je pense. Consommer plus intelligemment, je pense aussi. Il va falloir qu'on mette vraiment le nez dedans pour rééquilibrer la balance, mais je pense pas qu'on sera obligé de s'en passer, mais je pense qu'on sera obligé de réfléchir différemment. C'est un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques années. Le bien-être, mais surtout les violences en cuisine. Est-ce qu'en 2025, on peut encore crier dans une cuisine? Alors ça c'est une question aussi, c'est une question un peu piège parce que on est tous différents, on est tous élevés différemment, on est tous sensibles différemment. Des fois tu peux crier par fatigue, tu peux crier par colère, tu peux crier de plein de façons différentes. Je pense qu'il y a le travail à faire, on a tous un travail à faire sur nous-mêmes pour vraiment gérer plus nos émotions. Aujourd'hui, nous, on est 10. Je bosse avec beaucoup de potes. Donc, j'essaye d'avoir un équilibre. J'essaye de calmer mes frustrations. J'essaye de prendre du recul et d'être le plus zen possible. Donc après, c'est sûr que nous, ça se ressent vachement dans le service. J'essaie d'adapter vraiment le service que je voulais. Un joli service, une jolie cuisine, au maximum, avec vraiment une sérénité à toute épreuve. Donc mon but, c'est vraiment de tranquilliser tout le monde. Même s'il y a une grosse charge de travail, on essaye vraiment de tous être responsables et de s'aider les uns les autres. Même si on s'aime pas tous, même si on n'est pas tous potes, on part pas tous en vacances ensemble. Même si on part quand même tous en vacances ensemble. Voilà, on essaye d'être raisonné et d'être raisonnable. Les gens qui regardent cette interview ne réalisent peut-être pas toujours que
Une carte de restaurant, un menu de restaurant, ça change très souvent. Tu peux nous expliquer comment toi tu te renouvelles? Et est-ce que tu peux nous avouer s'il y a ou pas une tentation d'aller piquer dans des anciens menus pour quand tu manques d'idées par exemple? Forcément que tu vas piquer des fois parce que tu veux pas non plus décevoir. Donc suivant les périodes de l'année, c'est vrai que tu peux aller chercher revenir un petit peu en arrière pour te rassurer, pour rassurer l'équipe aussi. Il y a un contact humain, il y a quelque chose d'humain aussi à rassurer. Donc tu rassures tes équipes, ça leur enlève une pression, la pression de l'inconnu. Moi, une pression je m'en fous en fait. Moi, je pourrais changer de menu tout le temps parce que l'inconnu, j'adore ça et je m'en fous, j'y vais quoi. Mais c'est vrai que les équipes, on n'est pas tous pareils. Et en termes de charge de travail, de charge mentale, des fois, ça va être plus simple pour eux de refaire une recette. Donc ouais, on revient des fois un peu sur nos pas pour mieux sauter derrière. Moi, j'aimerais bien changer le menu tous les jours, mais il y a des gens qui viennent au début du mois, qui ont goûté quelque chose qui leur ont beaucoup plu, et qui viennent à la fin du mois et qui ont envie de faire goûter ce plat-là à d'autres amis. Et j'ai réfléchi, ça fait longtemps que je réfléchis à ces sujets de signature et tout, et tu te dis qu'en fait, toi, ce que tu as en toi, des fois, c'est pas ce qui va faire plaisir aux gens. Ouais. Donc, il faut aussi, c'est pas vendre son âme au diable, c'est juste se tempérer un petit peu et se dire, ok, si ça fait plaisir, des fois, faut savoir faire plaisir aussi. Quand on est chef et qu'on a goûté 18 fois la même sauce avant le service, pendant le service, qu'on a vu peut-être passer défiler les plats, et qu'on rentre à la maison le soir ou le lendemain, qu'est-ce qu'on mange chez soi? Moi, j'essaye de plus rien manger le soir. Okay. J'essaye de retrouver une hygiène de vie correcte. Mais généralement, je tairai les noms, mais généralement, ça bouffe un peu sale après. Ouais, on les connaît, les burgers et le McDo. Ouais. McDo, kebab, tout n'importe quoi. Moi, j'essaye d'avoir une hygiène un peu plus carrée. Donc, c'est vrai que maintenant, quand je rentre le soir chez moi, je mange rien. Ouais, après, le vendredi soir, des fois, on craque des petits trucs, mais ouais, les cuisiniers, généralement, en rentrant le soir, ils bouffent que de la merde. Les cordonniers sur les pompes à chaussée. Exactement. Bah après, c'est normal aussi. On a envie de quelque chose de plus léger. Bien sûr. Tu fais à manger toute la journée, c'est cool et tout, mais des fois, le soir, t'as envie de te laver la tête. T'as envie de penser à rien, de manger un truc réconfortant. Donc, ouais, moi, je juge pas. Je suis passé par là aussi. Et c'est vrai que maintenant, ouais, j'essaie de faire attention. Tu manges quoi chez toi quand t'as la flemme de cuisiner? Cup noodle. Non, en vrai, là, en ces moments, mon best, quand j'ai la flemme, je fais des pâtes à la cacahuète. Ok, raconte. Je fais, en fait, c'est un restaurant, on a découvert ça à New York, un restaurant qui fait des peanut butter avec des pâtes, des nouilles de blé ou des nouilles de riz. Et c'est hyper simple, c'est vraiment une cuillère de beurre de cacao, un peu de soja, un peu de vinaigre, un peu d'oignon, et c'est hyper simple, c'est bourratif. Donc ouais, quand j'ai la flemme, je fais ça. C'est quoi les 3 ingrédients que tu as toujours chez toi, dans tes placards ou dans ton frigo? 3 ingrédients. 3 ingrédients, sauce soja, miso et dashi en poudre. Quel est ton rapport au Japon, à la gastronomie japonaise? Là, on le voit avec tes 3 ingrédients que tu as toujours sur toi, et même dans tes influences de cuisine, dans tes voyages aussi. Ouais. Bah, le Japon, c'est un coup de foudre. J'y suis allé la première fois il y a 10 ans, avec ma compagne qui est franco-japonaise, et Amy. Et c'est un vrai coup de foudre pour la culture, pour le pays. Mon rapport, c'est vraiment cette pureté dans les goûts, que ce soit dans l'utilisation du gras ou du piment. Parce que quand on parle Japon, on pense tout de suite sushi. Mais non, moi je pense plus à bouillon, à soupe, à pâte. Et c'est fascinant, la simplicité et la complexité en même temps de la cuisine japonaise. Tout à l'heure, tu disais que tu allais beaucoup au restaurant. Quand tu y vas, c'est pour te vider l'esprit ou aussi pour t'inspirer, trouver des idées? Et si c'est pour trouver des idées, est-ce que c'est pas trop dur justement d'être influencé par des cuisines, par des plats, etc. Comment tu travailles? Je suis hyper curieux, mais les endroits où je vais m'inspirer, c'est pas les endroits qu'on penserait. Quand je vais chez un confrère manger dans un joli bistrot, un étoilé ou pas, j'y vais pour passer un bon moment. Par contre, quand je vais manger dans des cuisines un peu plus street, on va dire, des cuisines qui parlent un peu moins aux gens, là j'y vais vraiment pour m'ouvrir l'esprit. Donc
Que ce soit la cuisine de rue au Japon ou la cuisine thaï, c'est des choses qui m'ont vachement nourri. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu choisis un restaurant? Est-ce que tu fais comme moi, par exemple, tu vas sur Google et tu regardes les avis? Est-ce que tu écoutes le bouche à oreille? Bouche à oreille. Ouais. Bon, à Paris, c'est une petite ville quand même, au final, même si bon, voilà, il y a du monde, mais ça reste quand même une ville à taille humaine. Et c'est vrai qu'on fait vachement de connexions avec il y a beaucoup de gastronomes à Paris. Et ça te fait découvrir des adresses, ça te fait découvrir des chefs et tout. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est un partage, quoi. Les gens viennent manger chez moi j'écoute, et après je vais manger là où on me dit d'aller manger, et j'aime ou j'aime pas, et en vrai c'est cool. C'est cool de pouvoir te dire qu'à Paris, t'as 2000, 3000, 4000, 5000 personnes que tu peux croiser, où tu peux échanger un type, c'est un truc. On est une putain de belle ville quand même, et c'est cool. C'est où que t'as pris ta dernière claque au restaurant? Dernière claque, UV, Paul Perret. C'est un peu loin, et c'est fermé aujourd'hui. Mais ouais, méga claque. Et à Paris? Et à Paris, moi je prends toujours des claques au Clarence, donc... J'adore. Christophe Pelé, incroyable personne. Ouais, incroyable chef. Il a une manière de construire les menus qui est très personnelle, parce qu'en fait personne n'a le même menu à chaque table. Ouais. Personne n'a le même menu du jour au lendemain. Est-ce que tu as un plat qui, toi, t'a marqué dans ce que tu as mangé la dernière fois ou les autres fois? En vrai, non, c'est pas des plats qui m'ont marqué, c'est vraiment l'expérience, le moment que tu passes à table, qui est assez magique. C'est rigolo parce qu'il n'y a pas un plat en particulier, c'est vraiment tous les plats. Enfin, tu vois, moi j'aime bien aussi ce genre de moment où vraiment tu kiffes, quoi, tu vois, t'y vas et il n'y a pas un plat, c'est tous les plats qui sont kiffants. Quel est le livre de recettes que tu sors quand tu n'as plus d'idées? Alors ça, je suis un passionné de livres de cuisine, mais après c'est vrai que il y en a un vraiment qui m'inspire toujours beaucoup, mais qui me nourrit plus qu'il m'inspire dans ma cuisine. Mais le livre de l'Astrance de Pascal Barbeau, c'est un remède, tu vois, contre la dépression. T'es très lumineux, très, je sais pas, il y a un côté un peu refuge. C'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre, je précise, qui coûte aujourd'hui, je pense, dans les 900 € C'est vrai à la revente, parce qu'il n'a pas été réédité. Je sais pas quoi. Et c'est un livre qui s'arrache comme les livres d'Alain Chapelle, comme celui de Bernard Pacot. Tu l'as chez toi? J'ai celui de l'Astrance, ouais. Ok, t'habites à quelle adresse que je viens de récupérer? Il se revend très cher et on comprend pourquoi. Et t'es pas le premier parce que beaucoup de gens, de jeunes chefs notamment, passionnés de livres, le citent beaucoup en référence. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même, comment dire, l'essence même de ce chef qui est d'une poésie c'est la lumière. pareil. Ouais, c'est un très très grand chef que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que son livre, c'est toujours, c'est un refuge, quoi. Je sais même pas s'il s'en rend compte, hein, mais c'est vrai que quand tu vas un peu moins bien, je sais pas, il y a un truc un peu lumineux dans son livre. Quel est ton rapport à la critique gastronomique? Ouais, moi j'entends tout, hein, grand bien face à tout le monde de parler, de critiquer. Moi je m'en bats les couilles. Le reporter et chef Anthony Bourdain a dévoilé, bon, il est décédé aujourd'hui, mais il a dévoilé un jour son remède de gueule de bois qui était des nouilles bien spicy avec du coca. Est-ce que toi, tu as un remède de gueule de bois à nous offrir aujourd'hui pour nos dimanches un peu trop violents? Franchement, les pâtes à la cacahuète. Soit des huîtres, soit des pâtes à cacahuète. Okay. Non, non, franchement, pâtes à la cacahuète, essayez, c'est vraiment... c'est imbattable, en vrai, ça te plâtre bien. C'est vraiment très très bien. Quand on est jeune cuisinier, quand on est à l'école de cuisine, ou dans ses premiers jobs, généralement, on a ses couteaux, ses premiers couteaux, qu'on a dans une petite mallette ou une petite trousse. Ouais. Est-ce que tu as toujours ces couteaux, toi? Ils sont où? Alors, ces couteaux-là, je sais pas où ils sont, je les ai plus, parce que c'était des mauvais couteaux. Parce que, voilà, je trouve ça dommage d'ailleurs, tu vois, je vais pousser un petit coup de gueule. C'est dommage que quand tu rentres en apprentissage, parce que moi je suis pas allé à l'école, donc je sais pas ce qu'ils ont à l'école, mais en apprentissage, on avait une mallette de couteaux quand même assez chère, et qu'avec des couteaux de pas super bonne qualité. Donc je trouve ça dommage de pas mettre en avant aussi cet artisanat qui est la coutellerie, enfin les forgerons, et qu'on ne mette pas en avant ça. Je trouve que c'est assez dommage. Il y a des jeunes forgerons en France qui font du très beau travail. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on te sensibilise pas
qu'importe le restaurant où tu travailles, étoilé, pas étoilé, bistrot, n'importe quoi, qu'on te sensibilise pas à cet art qui est hyper important dans notre métier. J'aimerais qu'on parle maintenant un peu de tes équipes. Tu en as déjà beaucoup parlé. Ouais. Et ça se sent que c'est hyper important pour toi et que tu fonctionnes en équipe, mais en famille presque. C'est tes amis en cuisine, Ouais. vous êtes nombreux, vous êtes proches, vous avez un lien très fort. Est-ce que toi, c'était important dès le départ et aujourd'hui toujours important d'avoir une équipe comme tu as aujourd'hui très soudée autour de toi? Ouais, moi, tu sais, voilà, j'ai été formé par Nicolas Magy, qui avait une belle équipe. Et ça a toujours été un modèle pour moi, cette petite brigade, cette petite famille. Et je me suis toujours dit, moi aussi un jour j'aurai mon équipe, j'aurai ma brigade et j'aurai cette petite, ce petit truc cool, tu vois. Et c'est vrai que là aujourd'hui on y est arrivé, on est une belle équipe de copains, de famille, on va dire. Voilà, tu vois, on passe des moments forts ensemble et des fois des moments tendus. Donc ouais, tu vois, c'est aussi ça, c'est en 2025. On peut toujours passer des moments d'une franche sincérité, dans le bon, dans le moins bon. On se connaît tous quand même beaucoup, donc ça aide aussi. Voilà, sur la fatigue, sur les comportements des fois un peu plus litigieux, on va dire. On sait se dire les choses et on sait avancer ensemble en bonne intelligence. Tu travailles aussi avec ta compagne, Amy, qui est aussi ton associée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre manière de travailler ensemble, en duo, dans le travail aussi, peut-être dans la vraie vie, dans la vie tout court? Amy, c'est la partie la plus importante. C'est ce qu'on voit pas du restaurant, mais on va dire que c'est l'ordinateur du restaurant. Elle fait tout le travail qu'on voit pas, tout ce qui est papier, tout ce qui est achat, règlement, tout ça. C'est elle qui dirige la santé du restaurant, on va dire. Ouais. Si elle va pas bien, le restaurant va pas bien. Et elle fait tout le temps face. Elle est très courageuse et elle travaille beaucoup. Si le restaurant va bien aujourd'hui, c'est 100% grâce à elle. T'en as beaucoup parlé au moment de la sortie de ton livre, Ouais. le lien avec le graffiti. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu parce que ça a été une partie de ta vie aussi, une forme d'expression aussi? Quelle place ça a eu dans ta vie, ça a aujourd'hui dans ta vie? C'était le tag, parce que j'étais plus tagger que graffeur. Le tag, ça a été presque une pathologie, hein, parce que c'était une façon d'occuper mon esprit, je pense, et une frénésie incontrôlable. Dès que tu mettais un stylo, une bombe, un truc, c'était peut-être pas la meilleure version de moi-même, parce que j'étais vraiment captivé par ça, quoi, par écrire, par taguer, par laisser un blast quelque part. Donc ça m'a occupé l'esprit, ça m'a permis de m'échapper parfois et de vivre aussi avec un peu d'adrénaline. Dis-moi si l'analogie est tirée par les cheveux ou pas, mais est-ce que l'underground du tag a des liens et des passerelles avec ta manière de cuisiner qui est radicale, qui est assumée, etc. Est-ce que tu vois des ponts entre l'underground du tag et l'underground de la cuisine? Il y a des ponts quand si je cuisine seul, c'est sûr que je peux me mettre en danger et que je peux me mettre en danger, même si c'est que de la bouffe, il y a pas de danger, il y a pas de risque. Mais c'est vrai que j'aime bien prendre des risques et que ça peut être aussi, oui, il y a des petites passerelles, mais l'un et l'autre sont totalement différents quand même. Tout le monde ne le sait pas, mais tu es un immense fan de foot, et notamment des Girondins de Bordeaux. Je te demande pas si ça va parce que c'est compliqué en ce moment pour Bordeaux. Ouais, j'ai un peu le mort. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce lien que tu entretiens avec le foot et Bordeaux, les Girondins de Bordeaux? Ouais, le lien que j'ai, c'est le lien avec mon père qui m'a amené très tôt au stade. Et j'ai grandi avec cet amour des Girondins, avec mon père. Tu vois, c'est tout con, mais c'est quelque chose qui nous lie depuis toujours, en fait. Il était content, je pense, de me ramener au stade. Moi, au début, je n'étais pas forcément peut-être content d'aller au stade. Mais avec le temps, c'est vrai que j'ai des souvenirs impérissables de 98, où j'étais encore jeune, et même avant. C'est un lien, on a tous des liens plus ou moins forts avec nos parents. Et celui-là, c'est un des liens très importants pour moi, parce que avec mon père, c'est vraiment... C'était le truc qu'on faisait ensemble, tu vois, on allait à la piscine, on allait au stade ensemble. Ouais. Et c'est vrai que c'était le moment avec mon père. Donc, que j'ai toujours
que j'ai toujours encore aujourd'hui. On a parlé il n'y a pas si longtemps tous les deux de nos rapports au stade et à la nourriture au stade. Ouais. Tu mangeais quoi au stade? Ah, moi au stade j'ai envie de manger un sandwich merguez, moutarde, tout avec le pain un peu trop sec, avec la merguez un peu trop cuite et la moutarde un peu trop piquante. Quel est le chef qui t'inspire le plus? Ça peut être un chef actuel, un chef d'une ancienne génération, ou même un chef qui n'est plus de ce monde. Je pense que Pascal Barbeau nous a tous beaucoup inspirés. Après, il y a toujours, même si on n'est pas tous d'accord, Alain Passard, quelqu'un qui inspire beaucoup. Frédéric Anton inspire beaucoup. Yannick Aleno, Monsieur Ducasse. On a une telle diversité dans la cuisine française aujourd'hui avec du recul. Je suis pas du tout quelqu'un qui est fanatique. Voilà, moi je suis pas fanatique du tout. Mais par contre, j'adore la réussite, voir la réussite, et j'apprécie beaucoup la réussite des autres. J'admire ces réussites, et il y a tous les grands chefs ont des histoires, et quand tu te plonges un peu dedans, tout est un peu passionnant. Donc c'est dur d'en sortir qu'un, mais je les aime pas tous. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plutôt admirable. Les carrières sont plutôt admirables. Après voilà, il faut toujours faire attention. On en parlait tout à l'heure avec notre rapport à la réussite, notre rapport à la fame, à pas tomber dans ces pièges-là, et vraiment réussir à travailler. Donc travailler sur soi-même. Est-ce qu'il y a un jeune chef à suivre que tu te conseillerais à ce l'esprit? Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Je peux pas en citer qu'un, mais il y a une belle génération de chefs. Il y a des jolis restaurants. Il y a le restaurant Polonia dans le 20e. Il y a dans de Lyon, il y a Aval, Rafali. Il va y avoir Zach aussi, Ganat. Il va y avoir plein de jeunes chefs. Il y a plein de talents et hyper motivés. Donc, ouais, je peux pas en sortir qu'un aussi. En fait, c'est tellement, on a de la chance, on s'en rend pas compte. On a de la chance d'être dans un vivier en France. On a un vivier de talents, et il faut rester ouvert, ouvert à tout ce qui se passe. Il y a plein de talents. Est-ce que aujourd'hui tu dirais que tu as accompli tous tes rêves, ou il t'en reste encore à réaliser? Ouais, il m'en reste plein à réaliser. Attends, des rêves, j'en ai encore plein. Non, là j'ai réalisé un beau rêve déjà, c'est ouvrir le restaurant que je rêvais d'avoir. Donc ça c'est un super rêve. Après j'en ai plein, il faut rêver, hein, faut rêver dans la vie. Hein. Je rêve d'aller voir un match de Bordeaux en Ligue 1, tu vois. Je rêve de plein de choses. Je rêve de Ligue des Champions, je rêve de bonheur, je rêve de plein de choses. Je suis un rêveur. Et j'arrêterai jamais de rêver. Trop bien, merci Adrien. Merci. Allez, on va bosser.